Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus, une heure de débrief sur l'actualité et ce soir avec les jeunes notamment de l'association Wibash mais aussi Mayembe qui nous parleront de géopolitique, à savoir les relations un petit peu tendues en ce moment entre la Russie et l'Ukraine. Vous avez vu qu'Emmanuel Macron essaie de faire une tentative de pacification entre les deux pays. On verra ce que ça donne. Aujourd'hui, il était en Allemagne pour finaliser le plan de désamorçage. C'est pas gagné, hein. Vu la réponse du Kremlin, c'est vraiment pas gagné. En tout cas, on en parlera après la coupure pub de 19h, mais pour l'instant, place au JT. Nous sommes le mardi 8 février 2022 et on jette tout d'abord un œil à cette infographie du Parisien sur les pays qui suppriment le pass vaccinal. Une information qui est corrélée justement à l'évolution du nombre de cas sur une semaine. Et les premiers à avoir franchi le pas sont les Anglais le 27 janvier dernier. Ils sont suivis par les Danois qui ont dit stop aux restrictions le 1er février et Israël qui enregistre après le plus grand nombre de cas lui a mis fin au dispositif de contrôle hier. Et pour nous en France, pour l'instant, nous ne savons toujours pas. Le collège Aurélie Lambourde des Abîmes a de nouveau été saccagé. De l'huile de vidange a été déversée dans l'établissement, empêchant la reprise des cours. Un acte de vandalisme dénoncé par les syndicats enseignants qu'on écoute tout de suite. C'est l'incompréhension. Hier, on a quitté l'établissement tout à fait normalement. Ce matin, en arrivant tôt, on découvre justement les dégradations au niveau de l'établissement. Ces actes de vandalisme à répétition nous choquent énormément, d'autant plus que nous ne comprenons pas le sens de ces dégradations. Nous n'avons aucun message, aucune revendication, aucun motif et ni aucun soupçon. On ne sait pas quel est l'objectif en fait de tout cela. Il n'y a pas de revendication derrière, on ne comprend pas du tout ce qui se passe. Est-ce que c'est le fait de mettre à mal le système éducatif en Guadeloupe? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce n'est pas rendre service aux élèves de la Guadeloupe. Nous ne sommes pas dans les meilleures conditions pour travailler. Les élèves eux-mêmes sont choqués. Les élèves ont envie de reprendre les cours. Ils en ont assez du distanciel, de la dématérialisation. Donc nos élèves ont hâte que les établissements soient nettoyés et ils ont hâte de reprendre les cours. Ce sont en gros les élèves qui payent les dégradations, sachant que depuis quand même 2 ans, nous sommes dans une situation de pandémie qui à répétition causé des fermetures, des ouvertures des établissements scolaires. Donc on sait très bien que le présentiel, le fait d'être présent à l'école pour les enfants, c'est le plus important pour pouvoir apprendre par rapport à tout ce qui peut exister comme dispositif de continuité pédagogique. Donc là, une nouvelle fois, on constate qu'on ne peut pas accueillir des élèves, mais pour des problèmes de dégradation incompréhensibles. Voilà. Un reportage signé Maxime Morel et Olivier Félix. On se pose une question maintenant, à savoir qui prendra la tête de l'Université des Antilles. Peut-être Philippe Hunel, enseignant, chercheur et candidat à cette élection. Aux côtés de Dominique Rogers et Laurence Romana, ils entendent co-construire un projet Guadeloupe-Martinique qui s'appuie sur les spécificités des deux pôles. Une équipe qui souhaite porter plus de lisibilité aux équipes pédagogiques et aux étudiants. Il dénonce par ailleurs un mode de fonctionnement opportuniste qui consiste à changer les règles du jeu pour se maintenir en place. Un petit sport national des fois, le reportage. Je pense que tous les présidents de l'université qui sont passés ont contribué au développement de cette université, avec leurs forces et également leurs faiblesses. Et il faut être en capacité d'identifier ces faiblesses parce que l'identification de ces faiblesses va nous permettre d'avancer. Et je pense qu'il y a eu des faiblesses malheureusement dans cette gouvernance, notamment dans tout ce qui a été l'écoute
Et ça, c'est fondamental. On ne peut pas être des universitaires et ne pas accepter la critique. C'est ce qu'on apprend à nos étudiants. On apprend à avoir le sens critique. On veut changer ce mode de gouvernance-là pour justement permettre à toute la communauté universitaire, les étudiants, parce qu'eux, ils sont fondamentaux pour l'université, mais tout le personnel administratif, technique et tous les enseignants et tous les chercheurs, de s'approprier le projet. Ce n'est pas un projet que nous faisons nous pour nous, mais c'est un projet que nous co-construisons avec toute la communauté. Et ce qui est fondamental, on est une université particulière qui a 2 pôles. On a une loi particulière pour notre université. Et si on ne prend pas en compte cette réalité, je pense qu'on met en place une mauvaise gouvernance. 2 vice-présidentes là, donc c'est Dominique Rogers qui est enseignant-chercheur en histoire en Martinique et Laurence Romana qui est enseignant-chercheur en physique. Alors c'est des gens qui ont leur territoire chevillé au corps. Une gouvernance facilitée, une gouvernance où on prend en compte le développement territorial du pôle, parce que la réalité de la gouvernance de la région Martinique n'est pas la même que la réalité de la gouvernance de la région Guadeloupe. Donc je pense que chaque territoire a ses spécificités et de prendre en compte de façon intelligente les réalités de nos 2 territoires va nous permettre d'aller ensemble plus fort, plus loin. De ce que nous avons proposé, et je pense que beaucoup de personnes ont adhéré. Après, est-ce que les administrateurs vont adhérer à notre choix? Ça, c'est une autre paire de manches. Le problème, c'est qu'on est dans un fonctionnement pyramidal où on élit d'abord des administrateurs et après les administrateurs vont élire le président. Même s'il y a une masse qui pense comme nous, parce que je pense que c'est des constats qu'on partage tous. Après, il y a un mode de fonctionnement qui s'est instauré malheureusement dans notre université, que je qualifie de fonctionnement opportuniste, qui fait qu'on change les règles du jeu pour se maintenir en place. Et ça, ce n'est pas une bonne chose, parce que ça ne crée pas de la visibilité, ça ne crée pas de la vision pour ceux qui ont envie de faire avancer cette université, puisque à chaque fois, le groupe en poste va changer les règles pour se maintenir en poste. Et ça, c'est pas bien. Un reportage signé Stanley Manicor. Et en complément de la campagne de vaccination, 3 traitements constitués d'anticorps monoclonaux sont déjà pris en charge de façon dérogatoire en France. Le Ronapreve, l'Evusheld et le Xévudi. Mais effectivement, le 21 janvier dernier, la Haute Autorité de Santé a donné son feu vert à l'utilisation du Paxlovid, un antiviral indiqué pour les traitements précoces, un médicament réclamé par le député Olivier Servat pour les Antilles afin de mettre un terme notamment au pass vaccinal. Mais que pensez-vous de ce nouveau médicament? Après le vaccin médicament, Pfizer a sorti un autre médicament. Tiens, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, c'est une bonne alternative parce que vu que la vaccination, bon, personnellement, je n'y crois pas trop, mais c'est personnel. Hein. Après, pour moi, c'est une bonne alternative. À voir avec le temps. Moi, je dis, on attend pour voir. Qu'est-ce que ça donne? C'est une bonne chose. Ça va pour les personnes qui ne veulent pas le vaccin. Pourront, s'ils sont malades, prendre le médicament. C'est une très bonne chose. J'ai pas vraiment d'avis. En tous les cas, bon, si ça peut être une avancée, pourquoi pas. Hein. Ça ne sert à rien, on est des cobayes en fait. Ils nous font passer pour des cobayes, ils expertisent les médicaments sur nous. Alors là, rien de bon. En plus, c'est Pfizer qui le fait. Donc c'est toujours les mêmes personnes. Pour moi, c'est une histoire d'argent. Ça ne va rien changer. Je pense que c'est trop tôt parce qu'il n'y a pas encore eu de test vraiment et ça n'a pas encore été vraiment testé, donc on ne peut pas savoir si c'est bon ou pas. Ah, je ne suis pas pour et je ne suis pas contre. Ça qui va être mais moi... Je trouve que c'est super hein, qu'ils puissent prendre un médicament à la place de toutes ces doses-là qu'on vous injecte dans les bras. Moi, j'arrête. Hein. Là, c'est la 3e, c'est bon. Tous les moyens sont bons pour se protéger du Covid. Donc si le cachet, lui, il est efficace, c'est très bien. Il n'y a pas suffisamment de recul par rapport à ce vaccin-là. Donc il faudrait peut-être attendre pour savoir est-ce que c'est aussi efficace. La vie est précieuse, donc il faut faire ce qu'il faut. On parle du groupe Manoukiani maintenant qui poursuit son développement dans le secteur de la santé et implante une nouvelle clinique à Saint-Martin. Cette 4e structure baptisée Wataki sera spécialisée dans la rééducation. On fait le point avec Pierre Saint-Luce. Il s'agit d'un projet de clinique de rééducation, c'est-à-dire la prise en charge de patients qui ont été hospitalisés dans un état grave et qui, après par exemple une intervention chirurgicale,
ne peuvent pas rentrer tout de suite à la maison. Et donc ils sont pris en charge en soins de suite et des réadaptations pendant environ un mois pour retrouver leur équilibre, pour retrouver leur autonomie. C'est un établissement qui va être sur plusieurs niveaux et qui va comporter 30 lits, des espaces de rééducation importants, notamment une piscine de rééducation, et aussi un espace d'accueil de jour qui est de l'hospitalisation de jour. Ce que l'on peut faire ici et tout ce que nous pouvons faire de façon efficace avec les compétences et la formation requise, faisons-les ici sans aller tout simplement en Guadeloupe. Sans ignorer pour autant les compétences, les qualités qui existent en Guadeloupe. Nous aurons toujours, dans certains domaines très pointus, à aller en Guadeloupe, et tant mieux. En revanche, il y a des soins de proximité, des soins de suite, des examens qui peuvent être réalisés ici. Ça donne vraiment de la proximité parce que quand on a eu soit un accident grave, soit une opération importante et qu'on a besoin de se remettre doucement dans une clinique de réadaptation, eh bien ça évitera de devoir aller en Guadeloupe ou partout ailleurs et de pouvoir le faire ici, sur place. RS apporte l'autorisation de mettre en place ce projet. L'autorisation, ça veut dire qu'on analyse, est-ce qu'on a réellement besoin de cette clinique de soins de suite et de réadaptation. On a conclu que oui, on en avait besoin et donc on a donné l'autorisation de le mettre en place et on appuiera bien sûr les partenariats qui seront aussi créés entre l'hôpital et cette clinique-là. Et merci à IOTV pour ces images. Et maintenant, je reçois Léo Adames, consul général de la République dominicaine aux Antilles françaises, Guadeloupe, Martinique, Guyane. Il est en compagnie de Ricardo Pires. Bonsoir à vous deux, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Adelante. Yo no es lo que él me dijo. Que le desea la bienvenida. Muchas gracias por permitirme llegar a todos los dominicanos que habitan esta importante parte del territorio y a ustedes también, a la gente que nos reciben con tanto cariño aquí en Guadalupe. Je suis très content de votre accueil et je remercie encore Canal 10 sur l'invitation de pouvoir arriver jusqu'à tous mes compatriotes et à toute la communauté ici présente. Alors, ça fait longtemps, effectivement, que nos communautés cohabitent. Comment ça se passe? Est-ce que ça va bien? Gracias, gracias, sí, como debe ser, en convivencia. On essaie de bien nous comprendre. C'est vrai que ça fait un moment qu'on habite ensemble. Alors, votre bilan? Est-ce qu'on cohabite bien? ¿Piensa usted que estamos viviendo bien? Sí, pienso que sí. Vivimos bien, en armonía. Estamos bien juntos, como si fuéramos familia. Ça va très bien, comme tu as compris. C'est comme une famille, c'est une grande famille entre la Guadeloupe et la République dominicaine. Et est-ce qu'ils ne sont pas toujours victimes un peu des préjugés, toi-même? ¿Piensas que lo están juzgando mucho? ¿Juzgando? ¿Juzgan mucho a los dominicanos? Bueno, no me ha llegado esa información. Je n'ai pas ce genre d'information. Mais toi, tu peux nous dire. Regarde. Toi, tu peux nous dire. Toi, justement, donne-nous ton sentiment sur l'évolution des relations entre les Guadeloupéens, justement, et les ressortissants de République dominicaine. Et bon, c'est comme je dis toujours, nous sommes, comme vient de le dire monsieur le consul, c'est une grande famille. Et monsieur Adamos est arrivé et il a vu que nous pouvons mieux vivre, c'est-à-dire mieux communiquer entre nous. Et c'est ça qu'il essaie de faire. Avec de grands projets. Il ouvre la porte du consulat de la République dominicaine à tout Guadeloupéen, à tout le monde qui habite ici. Il n'y a pas qu'en Guadeloupe, il y a la Martinique, il y a la Guyane, tu vois, il y a Saint-Martin côté français, que je pense que nous devons plus nous rapprocher que ce que ça arrive jusqu'à maintenant. Parce que le problème, c'est toujours la discussion. On discute très peu. Donc son conseil serait de plus discuter, mais quoi d'autre? Comment améliorer? Nosotros hablemos más para que la cosa se pase mejor entre la comunidad dominicana y guadalupeña, ¿o cuál consejo suyo? ¿Sobre cuál tema? Yo no vi el tema. El tema es la convivencia, cómo vivimos entre los dos pueblos. Bueno, que te reitero, no tengo información si hay inconveniente de la convivencia. Il n'a pas d'information s'il y a un problème entre la communauté guadeloupéenne et la communauté dominicaine. D'accord. Donc il n'a pas suffisamment d'informations qui remontent alors. Oui, en effet. Il n'est pas, tu sais, ça fait pas longtemps qu'il vient d'arriver.
Et jusqu'à maintenant, la communauté guadeloupéenne ne s'est pas encore bien rapprochée au consulat. Par contre, on a eu déjà une bonne invitation de M. le maire du Gossier, M. Cédric Cornier, et il nous a accueillis très bien. Je le remercie déjà de la part du consulat, M. Adames, sur des projets que qui nous a proposé, que nous l'avons dit d'essayer de faire, c'est-à-dire d'avoir un terrain de baseball, c'est-à-dire les sports, parce qu'on parle toujours de la communauté dominicaine, mais qu'est-ce qui nous représente dans la communauté? Rien. Tu vois, ça fait 10 ans que moi, je me bats pour avoir un terrain en Guadeloupe. Je crie ça partout et personne ne lève la main. Monsieur Cédric Cornier nous a dit, on va essayer, il va essayer de discuter avec la direction, sa direction, pour voir s'il peut construire un terrain de baseball. Déjà que le baseball, c'était un sport international. Déjà à la fin du... Pourquoi le baseball? On peut demander à M. Adames, pourquoi le baseball? ¿Por qué te crees que el béisbol puede unir los dos países? Bueno, yo pienso que... Me lo traduciendo. Je pense que el béisbol es parte de la tradición fundamental de los dominicanos. le baseball, c'est quelque chose de fondamental du Dominicain. Los caribeños tenemos muchas cosas en común. Dans le Caraïbe, nous avons beaucoup de choses en commun. Nuestros orígenes son los mismos. Les origines, c'est les mêmes. Si tú ves el carnaval de Guadalupe Si tu vois le carnaval de la y ves el Guadeloupe carnaval dominicano, et celui de la République dominicaine, sus raíces son las mismas. c'est presque la même chose. Entonces el béisbol en el Caribe, Cuba, Puerto Rico, Le baseball, dans le Caraïbe, Cuba, Porto Rico, ça fait partie. y ahora nosotros queremos traerlo a Guadalupe, el Et nous, béisbol, maintenant, notre objectif, c'est de le ramener en Guadeloupe. porque eso es parte de las cosas que nos pueden unir. C'est une partie des choses qui peut nous unir. Est-ce que tu penses que les Guadeloupéens seront ouverts à ça? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de disciplines qu'on pratique dans la Tu sais, il y a Caraïbe. beaucoup de gens qui jugent les Guadeloupéens. Mais il faut essayer d'aller voir les Guadeloupéens. Tu vois, c'est ça le problème. Jusqu'à maintenant, on n'a pas pu montrer aux Guadeloupéens c'est quoi le baseball. Parce qu'ils nous empêchent d'avoir un terrain, de montrer au peuple guadeloupéen. Quand je parle, c'est les Haïtiens, c'est les Français. Tu sais qu'il y a une fédération française de baseball? D'accord? Il y a tellement de choses, mais on ne peut pas juger les Guadeloupéens. Et dire, ah oui, les Guadeloupéens, ils ne vont pas vouloir ça. Non, c'est pas vrai, tu es allé le voir. D'accord? Et je me dis que c'est en proposant les choses, en faisant les choses qu'on peut voir la fin de la décision de chacun. Nous, toujours, nous essayons de juger l'autre et de décider pour l'autre personne. Allons faire quelque chose. Regarde, Cédric Cornier nous a proposé de faire un gros tournoi à la fin du mois. Tu vois? Bon, on pourra pas Un test, ce sera un gros test grandeur nature. D'accord, tu vois. Mais là, le consulat invite la Martinique, invite la Guyane, invite Saint-Martin, tu vois, pour jouer contre la Guadeloupe. Ça va être un gros choc. C'est vraiment un choc que nous allons vivre, tu vois. Mais ça va nous faire mal parce qu'on ne sait pas jouer. Hein. Mais nous savons, les représentations de la communauté dominicaine jouent très bien le baseball. Très bien. Tu vois, la Fédération française est venue à Saint-Martin en 2014, cherchant des Dominicains qui veulent aller jouer à l'équipe de France, tu vois, des gens qui connaissent le baseball. Parce qu'ils savent très bien que le baseball, ça vient de la République dominicaine. Tu vois, et jusqu'à maintenant, on n'a pas un endroit pour les jouer. Tu nous vois jouer à gauche et à droite, c'est parce qu'on joue dans un terrain, mais ce n'est pas notre terrain. Tu vois, on occupe un terrain et chaque fois on nous dit de partir. Comme si nous sommes des délinquants. C'est un sport national, un sport presque mondial qu'on amène en Guadeloupe et on nous dit non. Tu vois, mais ils vont nous juger sur notre côté. Ah oui, vous faites que ça, mais il faut ouvrir les portes pour quelque chose d'autre. Donc c'est ça que M. Adamo est venu nous pousser. Et surtout, il vient d'ouvrir la porte du consulat pour que tous les Guadeloupéens viennent le voir. Pour voir M. Adamos, ce n'est pas la peine de prendre un rendez-vous. Ah oui, je suis le consul général de la République dominicaine d'Antiguyane. Venez prendre un rendez-vous. Non, mon frère. Il est là. Tu vois, tu as besoin de le voir. Regarde, Canal 10 l'a invité. Il est là. Tu vois. Et partout où un Guadeloupéen aura besoin de M. le consul, il est là. Hier, on était en Guyane française. Il y a une semaine, on était en Martinique. On est partout. Il faut la discussion, il faut parler. Tu vois, s'il n'y a pas une discussion... Mais c'est vrai qu'il faut qu'on s'ouvre plus à la Caraïbe. On aime bien que tout le monde s'adapte un peu à nous. Mais c'est vrai que notre ouverture à la Caraïbe est plutôt limitée. Il y a même la région qui essaie de faire un petit peu des jeux pour jouer au cricket. Parce que dans la Caraïbe, on aime bien le cricket. À côté, le Dominique, qui joue au cricket. Exactement. Mais c'est vrai que nous, on est assez fermés. On est très sur nos disciplines à nous. Et qu'on ne s'ouvre pas assez sur ce que nos voisins font, en fait. Estaba explicando respecto al problema que no podemos convivir juntos.
¿comprende? Y el objetivo suyo es de que estemos todos juntos y que el consulado esté abierto. Quiero aprovechar Je voudrais profiter para decir que eso es parte de las tareas que tenemos. C'est une des objectifs, des choses qu'on va faire. Pero anunciarle a la comunidad dominicana de Dire à la communauté Guyana dominicaine, y Martinica Guyane, Martinique, que ahora, antes de finalizar el mes, vamos a tener un operativo con la Junta Central Electoral. donc la Martinique et la Guyane, ils pourront avoir comment on appelle ça, la Junta Centrale Électorale, c'est l'organisme que tu inscris pour avoir ta carte d'identité. C'est comme tu m'as dit tout à l'heure que la carte d'identité dominicaine, c'est différent de la vôtre. Par exemple, un Français est né et le même jour, il a sa carte d'identité. Para entregar cédulas y acta de nacimiento. Debe terminar, para que comprendan que no es lo mismo el nacimiento francés y el nacimiento dominicano. Porque aquí los franceses... No, pero es para los dominicanos. Sí, no, pero tienen que comprender lo que le estamos diciendo. Entonces, donc, un Dominicain doit attendre 18 ans pour avoir sa carte d'identité. Donc, nous, en France, dès qu'on est né, on a notre carte d'identité, mais en République dominicaine, il faut attendre ses 18 ans pour avoir sa carte d'identité. Et maintenant, l'opératif que M. le consul vient de nous dire en Martinique et Guyane, parce qu'en Guadeloupe, on l'a déjà fait, ils seront prêts pour tous les Dominicains qui n'ont pas date de naissance, qui ont un problème avec la date de naissance et sa carte d'identité, c'est le moment. D'accord. Donc c'est un peu les mises à jour justement pour les cartes d'identité. Car si tu n'as pas ta carte d'identité, tu n'as pas le passeport quand tu es majeur. Et c'est ensuite. Il faut y penser. Hein. C'est des petites différences, mais voilà. C'est très important. C'est très important, effectivement. Et le mot de la fin, justement, pour Monsieur le Consul. La palabra Merci. Gracias. Reiterar la gracia por permitirnos este breve espacio, pero importantísimo. Y estamos a su disposición para la próxima. Donc, merci beaucoup pour le moment qu'on a passé ici. Et il a à sa disposition, si vous avez besoin de lui, il pourra revenir pour encore une interview. Ah oui, non, mais on attend de voir effectivement. Déjà, bon, je sais que Canal 10 va être là, et d'autres chaînes vont être là, et donc ça va être un grand spectacle. Mais tu nous as dit qu'il y a des bons ici, hein? Des bons, si, on a très bons. Dans la communauté, vous avez des bons joueurs. Si. Okay. Oui. Le consulat a fini même l'uniforme, a fini plein de choses pour que la célébration puisse bien se passer, tu vois. Donc normalement c'était la fin du mois, mais on sera obligé de le faire le début du mois de mars. Début du mois de mars? Ouais, on attend de voir ça. J'attends avec impatience. Merci. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur le plateau justement pour nous présenter ce projet pour rapprocher la communauté guadeloupéenne, enfin la communauté antillaise tout entière avec la République dominicaine. Merci beaucoup. Merci à vous. Et la Guadeloupe dit merci aux lycéens qui permettent des collectes de sang records. Très vite sensibilisés, ces jeunes acceptent de donner leur sang sans babier, un geste qui aide à sauver des vies au quotidien. Et une mention spéciale aujourd'hui pour le lycée Bel-Air à Bémao. Le reportage. C'est une action que nous menons de manière régulière. Alors pourquoi ce choix? C'est parce que nous sommes conscients du manque de plaquettes de sang au niveau du département et que nous essayons de pallier à cela. Dans les lycées, on essaie de revenir régulièrement. Et on remercie particulièrement le lycée Bel-Air pour l'organisation des collectes plusieurs fois par an. Les élèves sont libérés. Et on a un flux très régulier d'élèves. Donc c'est une organisation qui pour nous est vraiment top et nous permet de collecter plusieurs fois par an des poches de sang et surtout de recruter de nouveaux donneurs qui, on espère, après avoir été sensibilisés au don du sang, continueront à donner leur sang, à être fidèles au don du sang. Je donne mon sang. Car c'est très important de donner son sang, car déjà en Guadeloupe, la Guadeloupe c'est un département où il manque beaucoup de donneurs de sang. On n'a pas beaucoup de poches malheureusement et on a beaucoup de maladies comme la drépanocytose, le leucémie, l'anémie. Donc pour moi il était important de donner mon sang et ça me permet aussi de diminuer le risque d'avoir un cancer du sang. Donc pour moi c'est un acte humanitaire à pratiquer assez souvent, dès que c'est possible. Il y a un projet dans la mesure où nous avons une forme de partenariat avec l'EFS. Et l'EFS donc, peut compter sur nous et comme je le disais tout à l'heure, ils peuvent venir 2 ou 3 fois au sein du lycée. Et les élèves, les étudiants, les parents d'élèves, les personnes qui passent devant le lycée participent à ce don.
Étonnamment, on a beaucoup d'étudiants qui donnent leur sang. J'ai beaucoup de mes camarades qui ont donné leur sang ce matin, sans réfléchir, sans avoir aucune crainte. Et c'est un geste à saluer. Un sujet signé Charlie Dagonia. Et on part maintenant pour l'inauguration des nouveaux terrains en paddle et en soft de Bas-du-Fort. C'est une nouveauté en Guadeloupe. Bon, on va dire que Saint-Martin avait déjà un terrain de paddle. Donc aujourd'hui en Guadeloupe, on a 2 terrains de paddle, 2 mini-pistes d'athlétisme et 2 touch tennis. Voilà, l'idée c'est d'avoir des projets pour pouvoir mettre en place des formations, mettre des championnats qualificatifs championnat de France. Donc voilà, c'est une nouvelle pratique qui va permettre aussi de connaître notre discipline. On avait déjà le beach tennis, donc maintenant on a le paddle, et donc ça va permettre de toucher un maximum de public. C'est un peu les mêmes règles que le tennis, donc au niveau des comptages de points. Alors, la différence c'est que voilà, au niveau du tour du terrain, il y a les vitres, lesquelles on peut jouer sur les vitres. Ça ressemble un peu au squash. Et ensuite derrière il y a les grillages où on peut aussi effectivement jouer. Donc l'idée c'est de jouer à 4, on peut jouer à 4 et après derrière on peut jouer avec les murs, on peut faire de la volée, c'est un sport très convivial, très familial et c'est facile de pratique tout de suite. L'idée c'est de permettre à des jeunes comme au tennis de pouvoir pratiquer très tôt. Et ensuite derrière former les enseignants à avoir une corde à leur arc de plus. C'est un peu comme toutes les disciplines, on va dire, toutes les disciplines confondues, c'est compliqué au quotidien, donc les clubs ont du mal, on essaie de s'adapter au quotidien, on essaie d'accompagner et aider au maximum les dirigeants, les clubs pour pouvoir mettre en place des actions qui vont nous éviter de ne pas trop licencier. Mais c'est vrai qu'on a été impacté, sans compter les barrages, les confinements et c'est pas évident, mais on arrive à mettre en place certaines choses. Et c'est depuis octobre, je crois, ça a démarré les travaux. Donc c'est quelque chose qu'on avait déjà en projet depuis un petit moment. Donc c'est une petite partie du projet initial, parce qu'après derrière, on aura normalement un central, on aura des nouveaux terrains. Et c'est une petite partie. Parce que tout le monde est impliqué, un peu comme on dit, Inter des champions, depuis toujours. On a toujours sorti des jeunes. On fait du sport régulièrement et on a des joueurs athlétiques au niveau physique. Et après tout le monde met une pierre à l'édifice. Et maintenant, je reçois Carfo Sira Diallo, éditorialiste, essayiste et promoteur du Black History Month. Bonsoir. Bonsoir, cher monsieur. Alors, on va discuter, on a beaucoup à se dire. On va revenir un peu déjà sur la genèse de ce mois de l'histoire noire. À quand remonte-t-il ? Alors, le Black History Month est l'événement un peu, si on peut dire, fondateur du mouvement des droits civiques. Le mouvement des droits civiques, on le connaît un peu à travers des figures comme Martin Luther King, Malcolm X, mais avant ces personnages extrêmement importants, il y a eu en 1926 des intellectuels noirs. Vous savez, 1926, on est en Amérique du Nord, on est aux États-Unis, on est à la fin de l'esclavage, bien évidemment. L'esclavage n'existe plus aux États-Unis depuis 1865, mais on est dans un régime de ségrégation extrêmement dur, extrêmement violent. Et en 1926, des intellectuels noirs américains vont se dire qu'ils vont mettre en place un événement qui leur permette de dire finalement quel est l'humanisme finalement noir, c'est-à-dire quelles sont les contributions extrêmement essentielles que les Noirs, dans les conditions historiques incroyables, terribles du crime qui les a amenés en Occident, quelles sont ces contributions-là. Et c'est comme ça que le Black History Month va naître. D'abord, ce sera un Black History Week, c'est-à-dire une semaine de l'histoire des Noirs. C'est Carter D. Woodson, qui était un historien autodidacte noir américain, qui va le lancer. Et en 1976, sous le président Ford, ce sera un mois de l'histoire des Noirs, Black History Month. Donc en tout, ça fait presque un siècle qu'en Amérique du Nord notamment, et de plus en plus en Europe, on met l'accent sur la particularité de cette expérience-là, c'est-à-dire cette contribution de ces peuples-là à l'humanisme d'une manière générale et aussi au progrès social, économique, politique et culturel. Est-ce qu'on ne peut pas dire que justement cette communauté récupère une partie du prestige justement auquel elle a droit ?
Oui, bien évidemment. Elle récupère, c'est pas qu'elle récupère, c'est-à-dire qu'elle affirme quelque chose. Elle affirme quelque chose qui lui a été dénié. Hein. L'histoire du monde noir dans notre modernité est une histoire qui est marquée par un crime contre l'humanité. Ce crime n'a pas été un crime annihilant, c'est un crime fondateur. C'est-à-dire que c'est un crime qui a créé de nouvelles civilisations, de nouvelles cultures, d'autres façons d'être et de vivre. Et donc, comme les Antillais, et comme les Antillais, bien évidemment. Je suis très honoré d'ailleurs de cette invitation de ce Black History Month ici en Guadeloupe, parce que véritablement, moi je suis d'origine sénégalaise. Je suis arrivé à Bordeaux comme étudiant dans les années 90, et c'est d'ailleurs des étudiants guadeloupéens qui ont ensemencé en moi cette passion de l'histoire des Noirs et cette volonté de faire en sorte que la vie des Noirs puisse compter véritablement dans un territoire très particulier. Vous l'avez dit, je suis essayiste, mais je suis aussi élu de la région Nouvelle-Aquitaine. Je suis conseiller régional écologiste. Et quand on connaît la Nouvelle-Aquitaine et qu'on sait qu'il y a 4 ports, Bordeaux, La Rochelle, Bayonne et Rochefort, qui étaient des ports négriers au XVIIIe siècle qui se sont enrichis, ça fait quelque chose quand même dans notre histoire commune. Et ce sont des étudiants guadeloupéens, l'AGECB à l'époque, l'Association des étudiants guadeloupéens de Bordeaux, qui ont participé à ma formation politique, militante. Et c'est donc avec grand plaisir que je suis là. Et être là aussi, c'est dire que ce Black History Month n'est pas quelque chose qu'on peut réduire à juste un mois. C'est véritablement une dynamique collective qu'il faut maintenir vivante, parce qu'il y a aujourd'hui des inégalités qui sont héritées de cette histoire terrible et qu'il faut absolument aujourd'hui non seulement déconstruire, mais surtout résoudre. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une volonté justement de maintenir ces inégalités ? Puisque ça fait quand même des décennies que le peuple afro, justement, réclame un respect qui lui est dû, comme tout être humain, mais qu'on lui refuse. On voit toujours les mêmes scènes et on vient après, on s'indigne, on voit toujours les mêmes scènes de policiers qui abattent des Noirs, de Noirs qui ont de plus mauvais traitements finalement que les peuples, comme si finalement on était un peu la sous-race, quoi. Oui, il y a effectivement ça. C'est-à-dire que l'expérience des peuples noirs est une expérience qui n'a pas encore aujourd'hui, en tout cas dans la pensée occidentale, la pensée philosophique occidentale, cette expérience-là n'est pas encore comprise comme étant un moment fondateur. Et c'est ça qui est véritablement dommage quand on regarde aujourd'hui dans la philosophie occidentale. L'expérience qui est la plus marquante, c'est l'expérience de la Shoah, qui vraiment pour la philosophie occidentale est l'expérience... C'est le crime par excellence. Le crime par excellence. Alors que ce crime a été préparé véritablement avec l'esclavage et la traite des Noirs, avec les camps de concentration, d'extermination qu'étaient les plantations, ici en Guadeloupe, en Martinique, mais surtout à Haïti. On sait également que les conditions de sortie finalement de ce crime contre l'humanité, c'est-à-dire les conditions de l'abolition de l'esclavage, ont été des conditions profondément inégalitaires. En face de vous, vous avez Haïti qui a payé une dette de liberté jusque dans les années 80 pour le prix de sa liberté, le fait d'être première république noire. Et il y a également, bien sûr, en Guadeloupe, comme en Martinique, la Guyane, la Réunion, où on a indemnisé finalement ceux qui ont maintenu en esclavage les Africains et leurs descendants. Donc oui, il y a... J'ai même été chercher, on a trouvé le montant de l'indemnisation, ça équivaut à 50 milliards d'euros. Absolument. Et ce qui est très intéressant dans les évolutions que nous sommes en train de vivre, c'est que de plus en plus d'économistes, notamment en France, on a Thomas Piketty, qui est un économiste extrêmement intéressant, qui investit cette question-là et qui intègre finalement dans la pensée capitalistique d'aujourd'hui les conditions de sortie du système esclavagiste et surtout la constitution du capital qui a permis à l'Europe de se développer. Je viens d'une ville comme Bordeaux. On sait comment cette ville est riche, importante et qu'elle a bâti une partie de sa prospérité là-dessus. Donc oui, vous avez raison. Il y a d'un côté, effectivement, encore aujourd'hui, un tabou, une négation et effectivement des tragédies, des drames. Et on en a un extrêmement important qui s'est passé il y a maintenant presque 2 ans, c'est la mort de George Floyd, le meurtre de George Floyd, qui est écrasé par Derek Chauvin. Mais ça a créé une prise de conscience qui est extrêmement importante et qui fait qu'aujourd'hui, le Black History Month présente de nouveaux enjeux, qui sont des enjeux de reconnaissance, de respect, mais aussi, et c'est extrêmement essentiel, de montrer comment ces peuples-là ont, par une créativité, des inventivités incroyables, totalement transformé le monde. Aucun domaine dans le monde n'échappe à cette question-là et à cet apport-là. Mais est-ce que le peuple afro n'est pas finalement trop résilient ?
Parce qu'on dit qu'on a tendance peut-être à trop accepter, à trop... Il n'y a jamais eu d'acceptation, jamais. Ce crime terrible, fondateur, justifié par la loi de Dieu, par la loi des hommes et par la loi de la raison, c'est-à-dire la science, nous ne l'avons jamais accepté nulle part. Que ce soit parmi les populations en Afrique, où il y a eu des résistances contre la traite et l'esclavage des Noirs, que ce soit ici même en diaspora. Il faut se rappeler toujours, et je le dis souvent, puisque j'organise énormément de conférences là-dessus, il faut se rappeler de la geste haïtienne qui consiste à créer la première République noire en 1804. Il faut se rappeler des résistances de Louis Delgrès ici, en Guadeloupe. Il faut se rappeler ces résistances, elles sont importantes. Donc jamais le peuple noir n'a été dans une sorte d'acceptation de ce crime. Au contraire. Mais c'est passé sous silence. C'est passé sous silence, mais justement, et c'est pour ça qu'il faut revenir dans le Black History Month, parce qu'il faut raconter ça, raconter notre histoire dans son unité. À la fois ceux qui ont pris les armes, et c'était important de prendre les armes, mais aussi les femmes, mais aussi les papas, les grands-parents, qui eux, par leur ruse aussi, ont pu résister, ont pu nous garder en vie pour qu'on soit là aujourd'hui. Donc c'est ça le Black History Month. C'est pas seulement s'enfermer dans le dolorisme ou dans la souffrance de ce qu'ils ont voulu faire de nous, c'est montrer ce que nous avons fait, de ce que nous savons qu'ils ont voulu faire de nous. Le Black History Month, c'était ça. Et si ça a porté les germes du mouvement des droits civiques, si Martin Luther King, Malcolm X sont devenus ce qu'ils sont, ce qu'ils ont été et ce qu'ils sont encore pour nous, c'est parce qu'ils ont appris cela, ils ont appris leur histoire. Aimé Césaire, pas loin d'ici, disait qu'un peuple qui n'a pas de mémoire est un peuple qui n'a pas d'avenir. Et le Black History Month, c'est l'avenir de nos enfants, qu'ils se sentent à leur place ici, en France, mais aussi partout dans le monde, comme des citoyens éclairés qui refusent de s'enfermer dans une condition quelle qu'elle puisse être. Alors on va en revenir, parce que sinon je vais vous poser beaucoup de questions. On va en revenir justement au programme justement de ce mois dédié à l'histoire noire. Alors le programme, il est extrêmement alléchant et pour la première fois, chers amis, nous sommes ici en Guadeloupe grâce au Cinestar donc des Abîmes que dirige avec intelligence, avec ouverture Christelle Gallou et pour la première fois, on a un événement et je vous le montre là, vous le voyez, le flyer de cet événement, c'est un événement qui est dédié à une femme. Parce que le temps des femmes est venu, et notamment le temps des femmes noires. Et vous avez vu comment, au mois de novembre, la République française a voulu récupérer une femme et une femme noire, Joséphine Baker, en la mettant au Panthéon. Eh bien, nous avons voulu, pour ce Black History Month, la ramener dans la Black History. Parce que Joséphine Baker... Petite parenthèse, est-ce que vous la ramenez dans la Black History avec la ceinture de banane ou sans la ceinture de banane? On la ramène avec tout. Il n'y a rien à jeter de notre histoire. Avec tout. Parce que Joséphine Baker a été fidèle à ce que tous les penseurs et les hommes politiques de la négritude ont fait. Qu'est-ce que disait Aimé Césaire? Ce mot nègre que vous avez jeté dans la boue, nous allons le ramasser et nous allons nous emparer comme un manteau de majesté et de dignité. Joséphine Baker, c'est ce qu'elle a fait. Quand on connaît sa vie, quand on connaît son rêve, cet enfant de 19 ans qui arrive à Paris, qui se produit, qui effectivement récupère un stéréotype, le détourne, mais va plus loin, c'est-à-dire qu'elle épouse la cause d'un peuple qui est celui du peuple français. Mais plus que cela, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a un rêve, un espoir. Cet espoir et ce rêve, c'est celui d'une tribu arc-en-ciel. C'est une femme qui va adopter 12 enfants de partout dans le monde. D'ailleurs, je suis là, ici, et demain au Cinestar des Abîmes, à côté de Brian Baker, qui est un des fils algériens, adoptifs algériens de Joséphine Baker. Il sera présent demain aussi. Qui sera présent demain aussi, à partir de 16h, ce sera au Cinestar Les Abîmes. Il y aura aussi Clémence Boutineau qui nous fait l'honneur de sa présence. Donc un programme ambitieux que Christelle Gallou et les Cinestar ont voulu faire. Et pour la première fois, vous avez cet événement qui se déroule à Bordeaux, à Bayonne, en Guadeloupe, à Paris, à La Rochelle, mais aussi au Havre. Et cet événement-là, il est important, il est essentiel, non pas pour nous enfermer dans une couleur de peau, une histoire, mais pour montrer la dynamique extrêmement irréversible du progrès que marque ce peuple-là. Merci beaucoup Carfo Sira Diallo d'être venu sur ce plateau nous présenter ce Black History Month qui va commencer donc demain au Cinestar à partir de 16h. Un invité d'exception donc, l'un des fils de Joséphine Baker qui pourra donc parler de sa maman, Absolument. Et expliquer vous expliquer réellement comment était sa mère. Clémence Boutineau aussi sera de la partie. J'espère vous recevoir de nouveau, qu'on continue avec grand plaisir, parce qu'il y a des questions qui me démangent. Avec grand plaisir.
Merci de votre invitation. Merci à vous. Merci beaucoup. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité. Et tiens, une petite info au passage. Je pense que vous avez entendu qu'aujourd'hui, bon, la sentence n'est pas encore tombée, mais le tribunal requiert donc 30 ans de réclusion à l'encontre de Blaise Compaoré. Blaise Compaoré qui devrait être condamné effectivement pour l'assassinat de Thomas Sankara, un grand homme effectivement, et on devrait s'intéresser beaucoup effectivement à son histoire. Une bonne nouvelle pour la justice. C'est peut-être 30 ans trop tard, mais on est quand même content. Il n'est jamais trop tard pour être content. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Une bonne soirée à vous. On se retrouve demain. Bisous, bisous tout le monde.